7 mois après la crise post-électorale, le 28 mars prochain, Ali Bongo organisera un dialogue national auquel ne participeront pas les partisans de Jean Ping, ces anciens barons du PDG. Sous les couleurs d'une nouvelle formation politique, les démocrates préparent les législatives prévues au mois de juillet. Charles Mbah, bonjour. Bonjour, Denise Epoté. Tout comme les démocrates, vous également, vous êtes un ancien membre du PDG qui, ce mois, fêtait ses 49 ans. Oui. Que reste-t-il de cette formation politique ? Je ne crois pas que je sois le mieux placé pour parler de ce qui reste de la formation politique que j'ai quittée, puisque j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais à l'orée de l'élection présidentielle au mois de mai-juin de l'année dernière. Et au fond, ce parti continue son bonhomme de chemin, ou plutôt court vers l'impasse totale. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je crois qu'il continue de soutenir Ali Bongo. Je crois qu'il continue de constater le départ des uns et des autres, parce qu'en réalité, le Parti démocratique lui-même ne sert plus à grand-chose dans ce pays. Mais comment expliquer une telle saignée dans les rangs de ce parti ces 2 dernières années, parce que c'est allé très vite? Comment expliquer? Ce que je dirais, c'est que pour ce qui me concerne, j'ai pensé que les soutiens apportés à Ali Bongo étaient des soutiens qui ne correspondaient pas à la réalité et que je n'y avais pas ma place. Je veux dire que en 2009, on nous a promis l'émergence du Gabon, on a promis la lutte contre la corruption, on a promis, la dynamisation de la jeunesse, on a promis le développement des petites et moyennes entreprises, et rien de tout cela n'est arrivé. On a promis une gestion plus rigoureuse, plus sérieuse des finances publiques, et on en est très loin. Quand on a un peu d'ambition... Il y a quand même quelques collaborateurs qui sont arrêtés aujourd'hui. Oui, mais là aussi, c'est toujours de la poudre aux yeux. Vous savez, la lutte contre la corruption ou contre l'enrichissement illicite, c'est très facile en Afrique, ou ailleurs d'ailleurs. Et si vraiment Ali Bongo prenait ce chemin-là de lutte contre l'enrichissement illicite, ça ne serait pas quelques lampistes qui seraient à gros bouquets. Je pense que les rafles, et là on pourrait parler de rafles, seraient bien plus importantes. Non, c'est de la poudre aux yeux. Alors, vous qui êtes un ancien ministre d'Omar Bongo, diriez-vous que Ali Bongo n'a pas su gérer l'héritage que lui a légué son père ? Oui, sans hésiter. Vous savez qu'un héritage, c'est toujours 2 choses. Peut-être parce que je suis expert comptable, je dirais les actifs et les passifs. Chaque fois que quelqu'un dira « je ne prends en charge que les actifs et j'ignore les passifs », il fera fausse route et il échouera. Donc il échoue parce qu'il n'est pas en mesure ou il n'accepte pas de prendre en compte l'héritage que lui a laissé son père. Alors, Ali Bongo dit qu'il veut tendre la main à l'opposition. Il organise donc le 28 mars prochain un dialogue national. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, rien. Je n'en attends rien et je ne conseillerais à personne d'y aller. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller à un dialogue qui est illégitime. Je pense qu'Ali Bongo n'a absolument aucune légitimité pour appeler au dialogue des Gabonais. Le 26-27 août dernier, les Gabonais ont voté à 2 sur 3 Jean Ping. C'est Jean Ping qui est le président élu de la République gabonaise. C'est lui seul qui est fondé à tendre la main à qui que ce soit d'autre, et notamment à son perdant. L'inverse me paraît une aberration qui est inacceptable. Mais comment sort-on de cette crise ? Bien, on sort de la crise en respectant le verdict des urnes. Tout le monde, la terre entière aujourd'hui, sait que le vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon, au mois d'août dernier, est M. Jean Ping. Mais on voit bien que la communauté internationale n'a fait aucune pression pour amener Ali Bongo à reconnaître sa défaite. C'est vrai
qu'il n'y a aucune pression directe. Mais moi, j'ai assez confiance aujourd'hui dans la démarche qui est entreprise par l'Union européenne. Les eurodéputés... Le Parlement qui a rendu un rapport. Absolument. À 750 députés, ils ont voté à 90% pour que l'entourage d'Ali Bongo et lui-même fasse l'objet de mesures restrictives ciblées. C'est ce qu'ils appellent... c'est comme ça qu'ils appellent les sanctions individuelles ou individualisées. Donc je crois que ces sanctions auront un impact significatif et important pour l'avenir du Gabon. Parce qu'il faut bien amener ces hommes qui, au fond, confisquent le pouvoir des Gabonais aujourd'hui, à céder la place à ceux qui sont élus pour exercer les responsabilités de l'État. Dans l'ouvrage que vous consacrez à votre pays, en première page, vous écrivez « À mon père qui m'a enseigné la République, l'État et la patrie », au lendemain de l'élection présidentielle d'août 2016, qu'aurait-il pensé de cette République ? Il en aurait été très malheureux. Je crois que si je le suis un peu, je le suis à l'image des valeurs que j'ai reçues. La République, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. L'État, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous. Et nous qui sommes les fils de fonctionnaires de la coloniale, nous sommes malheureux de voir le délabrement de l'État et de la République chez nous. La République, c'est la confiance. La République, c'est l'autorité. L'autorité, c'est la confiance. C'est-à-dire que les citoyens devraient avoir confiance dans leurs représentants, dans ceux qui assument l'État, dans les lois de la République. Il ne faudrait pas que, comme on peut le constater aujourd'hui, la justice soit utilisée pour criminaliser les adversaires politiques. Il en serait très malheureux. Et qu'est-ce que vous attendez des législatives qui sont le prochain rendez-vous électoral des Gabonais au mois de juillet? Dans les circonstances actuelles, moi, je n'en attends rien. Encore une fois, les élections législatives viennent naturellement derrière une élection présidentielle, mais encore faut-il que le président élu soit installé pour que ces élections législatives aient un sens. Dans le cas particulier du Gabon aujourd'hui, quel crédit accorder à des élections législatives qui seraient supervisées par la commission électorale actuelle, qui validerait sans doute et qui validera sans doute des élus du PDG qui ne représentent plus rien dans le pays? Quel crédit accorder à une élection législative qui serait proclamée par la Cour constitutionnelle dont les Gabonais disent qu'elle est la tour de Pise, c'est-à-dire qu'elle ne penche toujours que du même côté, celui du pouvoir d'Ali Bongo? Rien. Personnellement, je n'en attends rien. Mais en même temps, est-ce qu'il faut laisser le champ libre au PDG pour qu'il contrôle à grande majorité le Parlement? C'est le dilemme auquel nous sommes confrontés, à vrai dire. Et je crois que Jean Ping, notamment, a tout à fait raison de dire qu'il faut que nous nous méfions de la chaise vide. En même temps, nous devons quand même bien rappeler que les circonstances de cette élection sont des circonstances d'une situation ou d'un contexte qui n'est pas acceptable. Bien sûr, il faudrait que nous nous préparions à y aller, mais il faut que nous disions que nous n'acceptons pas les conséquences et le contexte de cette élection-là. Alors, l'ancien ministre de Budget que vous êtes semble également attristé par la trajectoire qu'ont connue la majorité des pays africains depuis leur accession à l'indépendance, c'est-à-dire il y a 57 ans, surtout quand on compare avec la Corée du Sud. Comment vous expliquez cet échec du développement? Je pense que la démocratie est une solution au développement pour nos pays, parce qu'elle permettrait de changer les gouvernants. Elle permettrait d'opérer l'alternance. Et si les gouvernants savent qu'ils doivent céder leur place, ils font un peu plus attention. Dans tous les métiers, c'est pareil. Quand vous êtes ministre des Finances et que vous avez peur que votre successeur trouve des cadavres dans les placards, vous faites un peu plus attention que si vous considérez que vous êtes là ad vitam aeternam. Le président Lee, le président de la Corée du Sud, avait dit « pour développer son pays, il faut l'aimer ». Il faut l'aimer, il faut pouvoir faire preuve d'abnégation. Il ne faut pas s'en servir. Je crois que nous sommes dans un contexte où, malheureusement, les fonctions politiques
sont, comme le disait le président Gbagbo, la porte d'entrée pour l'enrichissement personnel. On ne peut pas s'occuper de l'intérêt général quand on s'occupe essentiellement de l'intérêt particulier, de son intérêt personnel. Donc je crois que nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Faire de la politique, je l'écris ici ou là, c'est changer la vie des gens en mieux. Le développement, c'est cela. C'est apporter l'eau potable, c'est apporter l'électricité, c'est construire les écoles. Imaginez qu'au Gabon, aujourd'hui, pour le baccalauréat, nous avons dans chaque classe 100, 150 élèves. Quel baccalauréat voulez-vous qu'ils obtiennent s'ils sont à 100 ou 150 par classe? Comment voulez-vous que les gens soient en bonne santé si dans les hôpitaux que nous construisons à coups de milliards, il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas des plateaux techniques, il n'y a pas parfois même les médecins pour servir des plateaux techniques lorsqu'ils existent. La question du développement est une question large à laquelle il faudrait que nous réfléchissions collectivement, mais à mon avis, c'est quand même d'abord une question de volonté. Est-ce qu'on a envie de faire les choses mieux dans son pays, comme on les voit ailleurs, comme on les apprécie ailleurs d'ailleurs, nous sommes contents. Aucun pays africain ne trouve grâce à vos yeux? Oh si, bien sûr. Ici ou là, vous avez tout de même des réussites. Tenez, je rentre du Cameroun. Voilà un pays qui est particulièrement dynamique, où l'autosuffisance alimentaire existe. Allez en Afrique du Sud, vous allez trouver une activité économique industrielle importante. Si vous allez au Maroc, vous avez un artisanat qui est développé, vous avez une hôtellerie qui est importante. Ici ou là, on trouve des succès qui sont extrêmement importants. C'est vrai que... Mais qui sont minimes au regard des potentialités des pays. Qui sont minimes. Considérez le Gabon. Le Gabon a un PIB par habitant de l'ordre de 8 000 $. C'est presque l'équivalent de la Bulgarie ou de la Roumanie. Faites la comparaison vous-même entre la santé en Roumanie et la santé au Gabon. Et encore une fois, je crois que nous avons des problèmes de répartition, nous avons des problèmes de choix d'investissement, nous avons des problèmes de gestion courante. Tout simplement, nous avons des problèmes de choix d'investissement. Les éléphants blancs, on ne les compte pas parce que le travail n'est pas fait sérieusement, etc., etc. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, Charles Mbah, c'est que tous ces pays ont pour objectif l'émergence à l'horizon 2025. C'est demain. On n'en parle plus au Gabon. On en a parlé en 2009 et je crois que plutôt que l'émergence, c'est plutôt l'immersion au Gabon. Si vous constatez, vous considérez qu'au Gabon aujourd'hui, pour une population active de 550 000 personnes, vous avez 150 000 chômeurs, 27%. Un Gabonais sur trois actif, un actif sur trois est au chômage. Sur ce Gabonais sur trois, 60% ont moins de 35 ans. C'est plutôt l'immersion que l'émergence. C'est bien les mots, encore faut-il les documenter et les alimenter. Charles Mbah, merci. C'est moi qui vous remercie.